Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cristal Sport. Au menu de cette émission, nous parlerons de l'épilogue de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 avec le sacre du Sénégal face aux Lions de l'Atlas. Les deux Lions qui se sont rencontrés et ce sont les Lions de la Teranga qui ont pris le dessus avec un match rocambolesque avec beaucoup plus de quiproquos. On va revenir sur cette finale et puis on va essayer d'analyser les contours, l'arbitrage africain, les dessous, n'est-ce pas, d'une polémique qui n'est pas prête de terminer. Mais avant, en première heure, nous allons recevoir pour vous Angelo Atodino. Il est le point focal Be The Best du marathon Be The Best de Cotonou. En tout cas, lui, il est à Porto Novo et nous parlera de la 5e édition de ce marathon qui a commencé depuis quelques années. Merci à vous de prendre le rendez-vous de Cristal Sport sur www.cristal-news.bj. Avant d'évoluer, n'est-ce pas, dans cette émission, nous allons marquer une courte pause et on revient pour le débat. Nous sommes de retour dans cette émission et nous avons, comme je le disais, notre invité par ici, Angelo Atodino. Angelo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Angelo Atodino, vous êtes, comme je le disais, le point focal de Be The Best à Porto Novo. Cette année, vous organisez le marathon Be The Best, l'édition 2026 à Cotonou. Dites-nous très rapidement, qu'est-ce qu'on peut d'abord retenir, n'est-ce pas, du marathon Be The Best de l'édition passée à Cotonou? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Serge, et merci de m'avoir invité dans vos locaux pour parler du marathon Be The Best de Cotonou. Le marathon Be The Best de Cotonou, qui s'est tenu le dimanche 16 février 2025, représente un événement majeur dans le calendrier sportif de la ville, rassemblant des coureurs de tous les horizons, des professionnels aux amateurs, dans un cadre festif et compétitif. Organisé par l'ONG Be The Best, cet événement a pour objectif de promouvoir l'activité physique, de renforcer les liens communautaires et de faire rayonner Cotonou à l'international. Cette 4e édition, comme les précédentes, a été marquée par l'installation et l'animation d'un village du marathon. Une initiative visant à enrichir l'expérience des participants et des spectateurs, tout en offrant un espace pour les partenaires et les exposants. Le village a servi de point de rencontre pour les coureurs avant et après la course, avec une variété d'activités allant de la découverte du retrait de kits et d'ossa à la découverte de notre culture traditionnelle. Le marathon Be The Best de Cotonou, accompagné de son village de marathon, a été vraiment un véritable succès organisationnel avec quelques points d'amélioration. Il reste néanmoins un défi financier car les ressources mobilisées ne permettent pas encore de le réaliser sans dette. Oui, mais comment vous arrivez quand même à mobiliser les ressources, n'est-ce pas, dans l'organisation de votre marathon? Oui, par rapport aux ressources, je dirais que ce marathon est aujourd'hui avant un événement qui permet de mettre en valeur la ville de Cotonou, d'encourager les pratiques sportives et de promouvoir le bien-être au sein de la communauté. Quand on parle de mobilisation de ressources, je dirais que nous avons avec la mairie de Cotonou un accompagnement compte tenu d'une convention qui a été signée au niveau de la mairie de Cotonou. Et c'est vrai que cette convention, c'est le 10e mai de ce que vous dépensez. De ce que nous dépensons dans le marathon. Mais est-ce qu'en dehors de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens qui vous viennent en appui, sans pour citer leur nom, parce qu'on ne va pas le faire de la publicité ici, est-ce qu'il y en a quand même qui vous viennent en appui, le gouvernement par exemple? Est-ce que vous avez ces genre d'initiatives? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Oui, parce que la mairie de Cotonou, tel que je l'avais dit tout à l'heure, a accordé une subvention. Nous avons aussi l'accompagnement technique de la Fédération béninoise d'athlétisme et aussi l'accompagnement institutionnel du ministère des Sports. Voilà. Oui. Voilà. Allez-y, oui. Oui, là aussi, je pourrais dire, tel que je l'avais dit tout à l'heure, cette subvention
ne représente actuellement que 10% du budget prévisionnel, tel qu'on l'avait dit tout à l'heure. Et au niveau de la mairie, oui, lors de la 3e édition, nous avons signé une convention avec la mairie et la subvention est de 10 millions. D'accord. Oui. En plus de ça, nous avons des partenaires. C'est vrai, on ne va pas faire leur publicité ici, mais nous avons des partenaires, des sociétés, quelques-unes qui nous accompagnent, ne serait-ce que quelques packs d'eau. D'accord, mais dites-nous, vous avez déjà énuméré, n'est-ce pas, ce que nous avons par rapport à l'édition passée. Mais cette année, maintenant, quelles sont les innovations que vous apportez? Oui, cette année, comme innovation, nous avons tout Cotonou. Nous aurons tout Cotonou marche avec l'Amazon, une marche de 5 km autour de l'Amazon. Nous aurons une 3e édition de la plus belle voie de Cotonou avec plein d'innovations et plus de temps de scène pour les artistes en air. Nous aurons une marche de 21 km en équipe pour les clubs de sport. Nous aurons aussi enfin le challenge des entreprises qui sera encore plus intéressant cette année. Voilà. Donc, vous êtes en train de vouloir rejoindre la culture au sport pour histoire, n'est-ce pas, de faire du marathon quand même un événement festif. On en a vu récemment avec les Vodun Days qui ont eu lieu, donc le Bénin depuis le 25 décembre, disons que en fait, cette fête va se poursuivre, n'est-ce pas, avec le marathon BVBest. Dites-nous quand sera le marathon BVBest. Le marathon de BVBest de cette année aura lieu du 20 au 22 février 2026. Dans un mois pratiquement. Dans un mois pratiquement. Ok. Est-ce que tu l'avais déjà dit, est-ce que vous avez reçu l'appui, n'est-ce pas, de la mairie de Cotonou et du gouvernement? Vous avez estimé que bon, ils font de leur mieux, même si ce n'est pas encore ce que vous souhaitez. Exactement. Bon, voilà. Depuis 5 ans, vous organisez, n'est-ce pas, cette compétition. Oui. Quelles sont alors vos perspectives? Oui, nos perspectives de cette année, comme perspective, c'est d'avoir cette année plus de 10 000 participants sur le village de marathon et plus de 3 000 marathoniens, toutes compétitions confondues, venus de plus de 30 pays différents. Alors, quels sont les pays que vous attendez? Qui se sont déjà inscrits? Vous avez déjà inscrit des pays? Oui, l'année dernière, nous avons eu 25 nationalités. Les USA, la France, Kenya, Cameroun, Gabon, Belgique, Allemagne, Togo, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, Japon, Côte d'Ivoire, Espagne, Luxembourg, Madagascar, Inde, Chine, Sénégal, Algérie, Djibouti, Mali, Italie, Niger et le Bénin. Donc cette année, nous avons déjà 26 l'année dernière. Cette année, notre souhait, notre perspective, c'est d'avoir au moins plus de 30. Vous avez déjà des inscrits? Oui, on a commencé. On a déjà les Kenyans, les Nigérians qui se sont déjà inscrits. Oui. Il y a les Nigérians qui se sont déjà inscrits. Il y a aussi un Français ou Française déjà qui s'est déjà inscrit. D'accord. Donc, vous espérez quand même que d'autres personnes viendront. Mais comment comptez-vous préparer, n'est-ce pas, ce marathon avec la logistique, tout avec parce que quand ces personnes viennent, comment il faut les loger? Est-ce que vous avez déjà contacté des hôtels pour vous accompagner, n'est-ce pas, dans l'hébergement, n'est-ce pas, de ces personnes? Oui. Et les années passées, nous avons l'accompagnement, comme vous l'avez dit, on ne va pas faire leur publicité, mais nous avons un hôtel de la place à Cotonou, au niveau de Fidrosé, qui nous avait aussi apporté son aide par rapport à l'hébergement de ces compétiteurs, de ces coureurs et marcheurs venus des autres pays. Nous avons en tout cas, à Cotonou, nous avons certains hôtels qui nous accompagnent, ne serait-ce que quelques diminutions de leur prix habituel. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes prêt, même s'il y a du temps, est-ce que vous êtes prêt, que vous pensez que les choses devraient aller mieux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez, n'est-ce pas, sur vos propres capacités à réussir, n'est-ce pas, cette édition? Oui, parce que depuis depuis octobre 2025, nous avons commencé l'organisation de ce marathon international de Cotonou de février. C'est vrai, c'est difficile, c'est difficile, surtout c'est Cotonou, c'est le Bénin et c'est un truc qui n'est pas politique. C'est difficile d'avoir assez de financement, mais nous remercions le Seigneur par rapport à
tout ce que nous avons, le peu que nous avons au niveau de l'ONG Bive Best, on essaie de s'investir pour que le marathon ait lieu comme il le faut. Quand on sait que l'athlétisme n'est pas quand même un sport qui regroupe le monde, où on doit aller dans les stades pour payer, avoir des tickets, comment arrivez-vous à mobiliser les ressources? Tout d'abord, les inscriptions sont payantes. Les inscriptions sont payantes. Et en plus de ça, nous-mêmes, au niveau de l'ONG Bive Best, nous avons des gadgets que nous mettons en valeur pour ces personnes ou bien pour ces pays qui viennent. Notre couture, nous vendons aussi notre couture, c'est à travers les quelques gadgets de t-shirts Bénin, un mode de splendeur qui est pour l'ONG. Bon, je ne vais pas dire que l'ONG, mais la société Bive Best, c'est-à-dire BTP, BTB. Voilà, la société BTB. C'est déjà la publicité. Hein. Bon. Allez-y quand même. Donc voilà, c'est par là que nous essayons de fermer ou bien de compenser les dépenses liées au marathon. Est-ce que vous arrivez quand même à informer, n'est-ce pas, l'autorité de tutelle, le ministre des Sports? Est-ce que lui-même essaie quand même de vous accompagner d'une manière ou d'une autre? Ou bien c'est juste l'information et puis bon, ça passe? Oui, je dirais le ministère des Sports nous accompagne, entre autres, nous accompagne entre autres du moment où la fédération béninoise d'athlétisme met tout en œuvre pour que le marathon réussisse. Là, déjà, pour nous, là, c'est déjà grand. Et même si ce n'est pas un accompagnement financier, l'accompagnement matériel, là aussi, ça nous suffit déjà large. D'accord. Dites-nous, maintenant, est-ce que vous avez des perspectives quand même après cette édition? Comment comptez-vous maintenant réussir pour les perspectives? Oui, après cette édition de 2026, c'est toujours les mêmes. Nous avons toujours dans notre calendrier ou bien dans notre agenda de mieux faire, chaque année de mieux faire. Nous sollicitons vraiment et nous lançons un appel vibrant aux sociétés de la place de nous accompagner, parce que pour le bien-être ne s'achète pas. Mais c'est un effort que l'ONG Bive Best fait avec ses propres moyens afin de permettre à la population du Bénin de rester en forme. Oui. Voilà. Et puis, dites-nous rapidement un mot pour terminer l'entretien, oui. Oui, merci monsieur le journaliste. Tout à l'heure, je disais par rapport aux pays qui se sont déjà inscrits, nous avons aussi la Grande-Bretagne, la Suisse, le Japon, la Chine, qui se sont déjà inscrits. Ces pays-là se sont déjà inscrits. Oui, c'est le moment de remercier la mairie de Cotonou, les bénévoles, les ministères des Sports et de la Santé et la Fédération béninoise d'athlétisme qui ne ménage aucun effort pour son accompagnement de tous les jours. Et aux membres du comité d'organisation à qui nous disons un grand merci. Nous invitons tous les professionnels, les amateurs de course du Bénin et d'ailleurs à s'inscrire massivement afin de participer à cette fête sportive. D'accord. Dites-nous, les Béninois qui participent à cette édition, qui sont au marathon Bive Best, combien sont-ils et comment ils se comportent sur votre compétition? Oui, concernant les Béninois, les professionnels que nous avons, les quelques que nous avons au Bénin, ils sont toujours aptes par rapport à ce marathon. Je dirais l'année passée, la 4e édition, et la première au niveau du marathon, c'était une femme béninoise. Alassane Betty. Non, pas lui, pas elle. Betty, elle était la championne dans la 2e édition. La 3e édition. Ouais. La 4e édition, c'est Justine Ballot. C'est Justine Ballot avec 3 heures 20 minutes et 39 secondes de performance. Voilà. Et au niveau des hommes, c'est un Kenyan, Langa Jaffe, avec 2 heures 27 secondes et minutes et 28 secondes. Voilà. Et nos Béninois, c'est vrai, ils font de leur mieux. Chez les masculins. Chez les masculins, c'était le Béninois, il était le 3e, si je ne me trompe pas, au niveau des hommes, si je ne me trompe pas. Même Betty était 2e, pour l'année. La 4e édition. La 4e édition. Voilà. Cette année, je pense que l'année dernière, Betty a pris sa retraite.
Elle a pris sa retraite déjà. Et je pense que notre variante Amazon Justine, elle sera toujours là. Elle a pris la relève. Voilà, elle a pris la relève de Betty. Voilà. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que la relève quand même est assurée à ce niveau pour que nous puissions avoir de grands athlètes? Qu'est-ce que cela apporte de manière concrète à l'athlétisme béninois? Oui, aujourd'hui, le marathon Be the Best, ce n'est pas seulement à Cotonou, c'est un marathon international. Et je pense que c'est nos athlètes, après le marathon de Cotonou, après le marathon de Porto-Novo, ils sont toujours présents dans d'autres marathons. Donc là, ça fait déjà une visibilité et déjà dans leur cursus d'être athlète, il y a déjà ce certificat d'être premier ou bien déjà parmi les 3 podiums de Be the Best de Cotonou. Donc c'est vendre déjà notre pays à l'international et vendre déjà Be the Best à l'international. D'accord. Donc on va quand même espérer que cette édition est une meilleure réussite par rapport aux éditions passées, mais on ne va pas quand même partir sans parler très rapidement du marathon Be the Best de Porto-Novo. Ça a commencé par là aujourd'hui. Dites-nous qu'est devenu ce marathon. Merci, monsieur le journaliste. Et le marathon Be the Best de Porto-Novo a commencé, je dirais, nous sommes à la 7e édition. De 2017 à 2023, on a toujours tenu parce que le marathon de Be the Best a commencé par Porto-Novo. Oui. Parce que vous aviez estimé que c'est la capitale. Oui. Et chaque capitale africaine avait son marathon. Exactement. Donc ça a commencé ici. En 2023, c'était joué vraiment à l'échec. Parce que pratiquement c'était la 5e, ou bien je pense en 2022, oui je pense que c'est en 2022, bien 2023, c'était la 5e édition. On a dit que bon, un enfant qui est né, qui a déjà 5 ans, là, il a commencé déjà le CP, le CI, j'allais dire. Voilà. Donc, on va faire un grand truc et vraiment, on a tout ce qu'on doit mettre. Et c'était du fiasco parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait rien. Et après ce marathon, c'était vraiment des têtes. Là, avec la mairie de Porto-Novo, on s'est réunis, on a dit, bon, il faut qu'on reprenne encore la base. Mais malheureusement, on n'a pas eu assez d'accompagnement. Ça fait qu'en 2014, on a fait une pause pour faire une évaluation de tout ce qui s'était passé. Bon, après l'évaluation, on s'est entendu. Et l'année dernière, en 2025, le 10 août 2025, on a pu reprendre le marathon de Porto-Novo. Et notre souhait, c'est qu'en 2026, après le marathon de Cotonou, qu'on reprenne vraiment et qu'on avance. Et on avance avec l'accompagnement de la mairie, c'est pas mal. Bon, ils font au mieux. Qu'est-ce qui fait la différence entre Cotonou et Porto-Novo? Oui, je serai clair. Porto-Novo est trop politique. Il faut qu'on le dise. Porto-Novo est trop politique. Et l'ONG Be the Best, c'est une ONG apolitique. Ah ouais. C'est une ONG apolitique. Et notre objectif... Donc chaque politique veut mettre son image sur le marathon. C'est apolitique. Là, en tout cas, c'est apolitique, nous, notre ONG. Mais pourquoi vous associez à la mairie? Oui, on associe la mairie, c'est comme tu viens dans un pays ou bien tu viens dans une maison. La première des personnes à demander, c'est le chef de famille. Or, le chef de famille à Porto-Novo, c'est la mairie de Porto-Novo. Et il faut aller vers la mairie de Porto-Novo, avoir un partenariat. Si la mairie dit non, on ne fera pas, c'est qu'on ne fera pas. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà. Je souhaite beaucoup de courage. C'est pas Merci. évident d'avoir deux marathons dans un même pays aujourd'hui. Et votre responsable, M. Nino Aoudjino, quand même, a également nos encouragements par ici. Et toute l'équipe, n'est-ce pas, à Be the Best, vous avez nos encouragements. Le Cristal News est à votre disposition quand même pour l'éventuel concours de communication. Nous, on est là pour vous accompagner. Merci. Vous faites ce que vous pouvez et j'espère quand même que ça va aller. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci. Je vous souhaite quand même beaucoup de courage. Nous allons maintenant marquer une courte pause et on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes de retour dans ce studio pour la deuxième partie et nous avons en ligne avec nous Modeste Anewadou. Modeste, bonjour. Bonjour et merci de me préférer. C'est moi. Nous avons également notre jeune confrère en studio, Serge Kounou. Serge, bonjour. Bonjour Serge et bonjour doyen Modeste.
Alors, Oui, bonjour, Terabi. Modeste Anewanou, vous avez suivi la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations avec toute l'histoire qui accompagne, avec les problèmes d'arbitrage. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage africain aujourd'hui? Écoutez, malheureusement, on n'a plus des gens comme Jean-Fidèle Giramba, le Gabonais, qui, sur le grand rectangle, a un sifflet bien particulier, un sifflet performant, et qui permet véritablement aux deux équipes de jouer pendant 90 minutes et de repartir satisfaits par rapport à l'arbitrage. Aujourd'hui, l'arbitrage africain, ça pose véritablement des problèmes. Je ne sais pas comment les gens sont formés aujourd'hui, mais visiblement, j'ai la malheureuse présomption qu'on donne des instructions à certains arbitres et une fois sur le grand rectangle, ils appliquent ces instructions-là et parfois ces instructions passent, parfois ça ne passe pas et ça amène des problèmes tels que nous l'avons vu la dernière fois lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quand on regarde ce qui s'est passé avec cet arbitre congolais, on n'a pas l'impression qu'il était à la hauteur, n'est-ce pas, de cette finale? Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas été à la hauteur de la finale, parce que pour ceux qui véritablement ont revu l'action où il n'a pas validé le but marqué par le Cameroun, il avait déjà sifflé avant que les gens ne têtent la balle dans les filets. Le coup de sifflet a retenti, mais ce n'était pas un coup de sifflet prononcé. Puisque Joseph-Antoine Bell l'a dit, et moi j'ai demandé à mes confrères gabonais de m'envoyer une séquence, j'ai suivi et je me suis rendu compte que le coup de sifflet a retenti avant que la balle ne rentre au fond des filets. Donc il avait déjà sifflé la faute avant que la balle ne rentre au fond des filets. Maintenant, quant au pénalty qu'il a sifflé en faveur de cette équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas, c'est un pénalty superbement valable. Donc, dans la réalité des choses, les Sénégalais ne devraient pas contester. Mais puisque la contestation est arrivée, cette contestation leur a permis de véritablement geler le temps. Et bon, le Marocain a trouvé les moyens de mettre la balle dans les bras du portier. Donc, moi, je crois qu'eux-mêmes, ils ont scellé leur sort par rapport à ça. Donc, cet arbitrage, je ne dirais pas que ça a été un arbitrage mauvais. Il a été à la hauteur de cette explication, même si dans le jeu, il a commis quelques erreurs. Il faut reconnaître que l'erreur, elle est humaine. En tout cas, on va revenir tout à l'heure sur sinon le comportement des Sénégalais qui ont refusé quand même de continuer le match tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que le jeune confrère Sergino n'est pas du tout d'accord avec vous. Sergino, votre appréciation? Bon, sur cette finale-là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tous les matchs que le Maroc a livré tout au long de cette campagne de cette CAN-là, il y a toujours de polémiques au niveau de l'arbitrage. Face au Cameroun, vous avez vu un penalty sur Brian Bomo qui n'a pas été sifflé, un penalty complètement valable. Face à la Tanzanie aussi, vous avez vu un penalty très clair pour les Tanzaniens qui n'a pas été sifflé aussi. Et j'oubliais, contre le Mali aussi, vous avez vu les séquences. Et voilà encore en finale maintenant. Et le comportement que l'arbitre il a eu face au Sénégal. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tout était fait, tout était taillé pour qu'on puisse donner la coupe aux Marocains. Mais Dieu en a décidé autrement. Modeste, est-ce que vous ne pensez pas que Sergino a raison quand il pense que, bon voilà, la CAF et la FIFA, sinon la CAF surtout, a organisé la CAN au Maroc et a voulu donner le trophée aux Marocains? Non, je crois que le pays organisateur a toujours eu un avantage quand il est question de disputer les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations de football, puisque bon, les responsables au niveau de la CAF ont souvent envie de maintenir le public dans les stades. Et quand le pays organisateur est éliminé en Afrique, les stades sont royalement vides. Donc, pour permettre au public sportif de se déplacer et qu'on ait du spectacle véritablement, les responsables au niveau de la Confédération africaine de football ont souvent permis donc au pays organisateur de bénéficier d'un certain nombre de largesses vis-à-vis de l'arbitrage. Alors c'est ce qui joue véritablement sur la qualité du jeu. Je suis d'accord que tout a été fait pour que le Maroc gagne la compétition, parce que je n'ai pas compris le président de la Fédération internationale de football qui monte au créneau, pour critiquer le comportement
comportement des joueurs sénégalais alors que ce n'est pas de son ressort. Il n'est pas le président de la Confédération africaine de football, il est le président de la FIFA, donc il devrait avoir ce que nous appelons une petite réserve à son niveau et laisser les responsables de la Confédération africaine de football donc tabler sur la situation des Sénégalais. Mais il est monté au créneau pour dénoncer le comportement de ces Sénégalais-là. Donc moi j'ai compris que tout a été mis en œuvre pour permettre au Maroc de remporter la compétition, alors que c'est sur le grand rectangle qu'il faut remporter une compétition. C'est pendant 90 minutes et 2 fois 15 minutes de prolongation ou pourquoi pas aux épreuves fatidiques de tir au but qu'il faut remporter une compétition. Et les Sénégalais ont prouvé que dans le mental, ils étaient superbement forts. D'ailleurs, les Sénégalais ont eu le plus grand nombre d'occasions de buts que ces Marocains que nous avons vus lors de cette finale qui a été jouée à Rabat. Donc moi je crois que tel que l'a dit mon jeune confrère, tout a été mis en œuvre pour permettre aux Marocains qui depuis 1976 courent derrière ce sacre continental, qu'ils ont royalement raté parce qu'on leur a donné un pénalty qu'ils auraient pu transformer en but, mais ils ont trouvé les moyens de mettre le pénalty dans les bras du portier sénégalais. L'autre a dit tout à l'heure qu'il y a un Dieu pour le football africain et ce Dieu, il était favorable aux Lions de la Teranga. Voilà, Sergino, le Dieu était favorable pour les Lions de la Teranga, mais aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe en Afrique, on n'a pas l'impression que l'arbitrage a évolué depuis quelques années. Non, mais attention, il faut aussi commencer. Moi, j'aimerais faire une nuance. Lors de la CAN précédente, c'est-à-dire la CAN qui a été jouée en Côte d'Ivoire, il n'y a presque pas eu de scandale d'arbitrage. Est-ce que vous vous souvenez d'un match lors de la CAN en Côte d'Ivoire où il y a eu un problème d'arbitrage c'est-à-dire une nation a eu à se plaindre d'une autre ou bien de la Côte d'Ivoire ou quelque chose du genre. Je me rappelle très bien encore que à la fin, le célèbre entraîneur portugais José Mourinho a félicité même la CAF pour le travail fait au niveau de l'arbitrage africain. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi lors de cette campagne de Coupe d'Afrique maintenant, on constate ces différents trucs-là. C'est-à-dire que moi j'ai constaté ces problèmes-là quand le Bénin a commencé par jouer. C'est-à-dire lors du match face à la RDC, nous, c'est quand il y a eu un fait de jeu sur l'action du Bénin que la VAR a eu un souci. Bon, on laisse ça. C'est-à-dire, les matchs du Maroc, à chaque fois que le Maroc joue, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Hier, j'ai suivi le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, sur la chaîne France 24, où il disait que lui-même, il avait voulu se plaindre lors du match face au Cameroun, mais il a essayé de se ressaisir. Il y a eu 4 matchs de suspension lui-même. Oui, mais bon, pourquoi? Et puis, c'est pas de son ressort de faire ça. C'est un comportement anti-sportif qu'il faut décourager, ce qu'il a fait. Oui, mais attention, c'est un président de fédération et il accompagne son équipe à une phase finale. C'est un humain. On ne peut pas lui reprocher d'exprimer ce qu'il ressent quand son équipe, il sent que son équipe est lésée. Mais lui, il a essayé de contenir sa colère. Bon, malgré ça, on l'a sanctionné. Mais les faits sont là. On ne peut pas me dire que 2 ans, un peu plus tôt, l'arbitrage était pas mal et qu'aujourd'hui, l'arbitrage devient catastrophique. Non, il y a quelque chose qui s'est passé et ce n'est pas bien. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu que lors de cette finale, tout était mis en œuvre pour privilégier les Marocains. Oui, Sergino, en train de joindre Modeste à nouveau, Sergino, quand on regarde, n'est-ce pas, cette finale, Modeste l'a dit, il n'y a pas eu scandale juste à ce fait de jeu, n'est-ce pas, de ce but invalidé par l'arbitre. Et puis après, bon voilà, on n'a pas l'impression que l'arbitre ait pris parti durant le jeu. Bon, il a pris parti. Moi, en tout cas, c'est ce que moi je pense. Si vous voyez sur le fait de jeu, le but sénégalais qui a été annulé, qu'est-ce qu'on demande aux arbitres? Ce n'est que ça. Qu'est-ce qu'on demande aux arbitres? 95 minutes, c'est-à-dire, il n'y a pas eu chose là, il n'y a pas eu. Oui, et c'est quand la rencontre tendait à sa fin que la pression a commencé par monter. Et normalement, lui, en tant que juge central, il devait être
peut-être à la hauteur, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'on demande aux arbitres aujourd'hui quand il a le VAR? Quand il y a action dans la surface, même si vous sentez qu'il y a faute, laissez l'action aller jusqu'au bout avant de donner votre appréciation. Parce qu'il y a la VAR là qui peut décider. Mais il se lève, il voit un corner, il y a un duel dans la surface, il siffle directement contre les Sénégalais. Alors qu'aucunement il y avait faute contre Hakimi, tout le monde l'a vu. C'est Hakimi qui a d'abord enclenché le duel avec la main et il a glissé. Le Sénégalais a pris le dessus sur lui. Même le but, l'action qui amène le corner des Marocains, il y avait hors-jeu d'abord sur le début de l'action. Tout le monde l'a vu. Mais là, il a laissé jouer. Maintenant, ce qui me fait encore mal, sur le pénalty donné aux Marocains, ce n'est même pas que c'est la VAR qui l'a appelé. Ils avaient déjà clôturé ce fait de jeu-là. C'est le joueur marocain Brahim qui a mis la pression sur lui. Mais c'est son droit même de le faire. Non. Il n'est pas le capitaine. Vous n'avez pas le droit quand vous êtes lésé, vous devez aller réclamer. Ok. Pourquoi quand les Sénégalais ont réclamé sur le but, il n'a pas voulu aller voir la VAR parce qu'il a estimé qu'il avait déjà sifflé. Maintenant, attendez Sergio, Modeste l'a expliqué tout à l'heure, il avait déjà sifflé avant que l'action, n'est-ce pas, ne se termine. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez eu l'impression réellement qu'on a revérifié les contours de cette action-là? Parce que si on avait bien revérifié les contours, on allait voir qu'au début de l'action, avant qu'il ne connaisse, il y avait hors-jeu. Premièrement, vous laissez ça. Même si moi je ne refuse pas, il y a eu accrochage et même ça là aussi, c'est au gré de l'arbitre. Il peut siffler comme il ne peut pas siffler parce que aucunement le joueur marocain ne joue véritablement le duel. Il s'est laissé tomber et sur l'action de l'autre. C'est vrai qu'il y a contact, mais c'était à l'appréciation. Maintenant, est-ce que c'est au joueur marocain de regarder avec quelle énergie il criait sur l'arbitre alors qu'il n'était pas le capitaine. Hein? Mais ce qui fait mal, c'est que l'arbitre, au lieu de lui donner un carton pour le ramener à l'ordre, il a laissé faire. Et c'est sous cette pression-là qu'il est allé maintenant vérifier. C'est-à-dire que, par exemple, quand Olivier Verdon demandait à l'arbitre d'aller voir la VAR, si c'était je me rappelle bien qu'Olivier Verdon a eu un carton jaune parce qu'il demandait à l'arbitre d'aller voir. Pourquoi cet arbitre-là ne pouvait pas aussi donner un carton à Brahim pour le calmer? Parce que c'est ça là aussi qui a envenimé aussi cette situation. Alors, Modeste, voici l'avis de Sergino par rapport au comportement de cet arbitre. Mais aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'arbitrage africain en général et celui de cette CAN en particulier? Non, il faut avouer que l'arbitrage aura été la plaie de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait des joueurs égyptiens qui envoient le pied dans le visage des Béninois lors du match Égypte-Bénin, où le Bénin a été battu par le score de 3-1, que l'arbitre soit incapable de siffler ces fautes-là. Je ne suis pas d'accord par rapport à cet arbitrage qui a permis à la République démocratique du Congo de battre le Bénin par le score de 1-0. Parce qu'il y a eu un pénalty non sifflé, c'était la VAR qui était en panne. Oui, parce que cette histoire que vous appelez la VAR, d'aucuns disent le VAR, je ne sais même plus quoi il faut utiliser, puisqu'on parle de vidéo. Bon, alors, il y a eu cet arbitrage que j'estime que c'est un arbitrage maison qui a permis donc à la République démocratique du Congo de battre le Bénin par le score de 1-0, alors que dans la réalité des choses, les Béninois ont produit du football dans cette rencontre plus que les gars de la République démocratique du Congo. C'est rare de vous entendre dire ça. Dans son ensemble, l'arbitrage aura été la plaie de la compétition. Vous avez vu l'arbitrage entre le Maroc et le Cameroun. Du président Eto'o, qui malheureusement a été sanctionné par la Confédération africaine de football. On ne peut pas quand même me frapper et m'empêcher encore de pleurer. Je n'ai pas compris cette sanction-là, prise par les responsables du comité exécutif de la Confédération ou la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Non, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer quand il y a des situations. J'ai l'impression désormais que la CAF appartient à une dynastie, la dynastie de ceux qui véritablement viennent dicter les lois, puisque là, MOCP a laissé clairement entendre désormais que c'est 4 années qu'il faut disputer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Quand est-ce que nous allons cesser d'être les appendices de ceux-là qui ont la peau
blanche et véritablement avoir une identité comme on appelle sur le continent africain. J'ai honte. Issa Hayatou, eh bien, paix à son âme, n'a jamais accepté ce que Mosepe est en train d'accepter maintenant par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, je me récapitule, puisque la question qui m'a été posée a été une question précise et concise. Alors, l'arbitrage lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, s'il faut noter l'arbitrage sur 10, moi je donne 4 sur 10 à l'arbitrage dans son ensemble sur cette compétition. Voilà, c'est modeste à Néwanou. On a vu l'arbitrage, mais il faut quand même décourager également le comportement, n'est-ce pas, de ces joueurs sénégalais qui ont refusé avec leur entraîneur Paptio, qui ont refusé, n'est-ce pas, de poursuivre la rencontre alors que ce pénalty avait été sifflé. Est-ce que vous-même vous encouragez cela? Non, je n'encourage pas cela, mais il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents, non, quand la faute a été commise sur, comment on appelle, ATMI. L'arbitre n'est pas allé consulter la VAR, non? Est-ce qu'il est allé vers la VAR? Mais il y a une faute qui a été commise sur Hakimi, et cette faute a été à l'origine de l'annulation du but marqué par les Sénégalais. Ouais. Mais pourquoi ce même arbitre, quand le défenseur sénégalais a fauché l'attaquant du Maroc, on a fait pression sur lui et il est allé consulter la VAR. Donc ça fait 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures, c'est ce qui a mené la contestation. Parce que les Sénégalais, quand vous les voyez, ils font recours à la faute qui a permis d'annuler le but marqué par l'attaquant sénégalais, qui était un but à la limite de la régularité, au-delà de tout. Même si c'est une légère faute qui a été commise dans la surface de réparation. Mais pourquoi l'arbitre n'est pas allé consulter la VAR? Et là, je suis entièrement et totalement d'accord avec mon jeune confrère qui est en studio, qui trouve que là, il y a eu 2 poids 2 mesures. S'il avait consulté la VAR de l'autre côté, et sous la pression du Marocain, il est allé consulter la VAR également. Moi, je crois que les Sénégalais n'auraient pas raison de contester, de protester. De toute façon, qu'il y a protestation ou pas, les Sénégalais sont rentrés avec Dankou. Ils ont eu la 2e étoile désormais sur un maillot, ce qui a prouvé que les plans machiavéliques mis en marche pour permettre au Maroc de remporter la compétition, les plans machiavéliques ont échoué, puisque Dieu n'a pas été marocain ce jour-là, il a été tout simplement sénégalais, voire de l'Afrique noire. Modeste, on va parler le français de l'autre. Est-ce que vous pensez désormais qu'il faut faire une refondation totale, n'est-ce pas, au niveau de cette CAF? Ah oui, il faut reprendre complètement et totalement l'arbitrage sur le continent africain. Et que les responsables du comité exécutif de la Confédération africaine de football désormais laissent les arbitres officiers sans arrière-pensée. Vous avez vu la France a été battue par le Portugal lors de l'Euro que la France a organisé. Ouais. Vous vous rappelez, 1-0. Exactement. On a vu cet arbitrage. L'arbitrage a été superbement correct. La France a organisé et a perdu la finale. Elle a été battue par le score de 1-0, mais personne n'a crié au scandale par rapport à l'arbitrage qu'il a eu. Donc, l'UEFA met les moyens véritables, puisque pour que la compétition se déroule dans les meilleures des conditions, il va falloir que le favoritisme que nous notons au niveau du continent africain par rapport à l'arbitrage, que l'on mette sous boisseau ce favoritisme et que l'on puisse permettre aux joueurs véritablement de mériter le gain de la partie. Exactement. Sergino, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au-delà, n'est-ce pas, de cet arbitrage, on va parler du comportement des Sénégalais. En dépit de tout, il faut quand même contester, n'est-ce pas, ceux-là qui sont dans les vestiaires et refuser, n'est-ce pas, de continuer le match. En ce qui concerne le comportement de, comment il s'appelle, le coach Paptio, il faut, c'est d'abord un comportement qui n'est pas encouragé. Ce n'est pas bon, ce n'est pas encouragé, ce n'est pas fair play. Mais il faut aussi voir. C'est-à-dire, quand je dis il faut aussi voir, c'est quoi? On va même laisser les faits de jeu. C'est-à-dire, laissons les faits de jeu qui se sont déroulés pendant ce match-là et regardons d'abord avant le match. C'est-à-dire, le Sénégal quitte Tanger, arrive à Rabat, à la gare de Rabat, et il n'y a eu aucun dispositif sécuritaire pour accueillir la délégation sénégalaise. C'est-à-dire, les joueurs, le staff, toute la délégation était livrée à elle-même. C'est-à-dire, les supporters, tout le monde les voyait comme ça, les côtoyait. À un moment donné, un badaud pouvait prendre quelque chose et
et poignarder un joueur sénégalais. Parce qu'ils n'avaient pas la sécurité, personne n'est arrivé pour leur sécurité. C'était un point que la fédération sénégalaise a bien su dénoter. La fédération marocaine ou bien l'organisation de la CAF n'a pas démenti cela jusqu'à aujourd'hui. Deuxième fait, c'est par rapport à la qualité de l'hôtel, du complexe hôtelier qu'on a donné aux Sénégalais à Rabat, un hôtel complètement qui ne répondait pas aux normes. Il a fallu que les Sénégalais eux-mêmes puissent prendre un autre complexe hôtelier à eux-mêmes. C'était un deuxième point. Troisième point, on a demandé aux Sénégalais de s'entraîner sur un terrain qui ne donnait pas l'équité, qui ne leur permettait pas d'être, comment il va dire, à l'aise. Ouais, mais, ils ont droit également à dénoncer cela. Voilà, Gennad Roy aussi avait dénoncé cela. Oui. Donc, voilà quelques points où les Sénégalais se sont sentis un peu frustrés. Il y avait tout ça d'abord. Il y avait déjà la polémique sur l'arbitrage depuis le premier tour, le huitième, tout ça là. Maintenant, venons-en au fait. Quand vous jouez un match de ce genre, à haute intensité, où il y a un trophée à la fin, Pape Thiaw aussi joue, il joue sa carrière, il joue aussi, c'est-à-dire sa crédibilité. Autant que le coach, comment il s'appelle? Ragui. Voilà. Mais quand l'arbitre se comporte de cette manière, vous refusez un but totalement valable, et derrière, sous la pression d'un joueur marocain, accepte d'aller voir la VAR et accorde un penalty. Mais en tant qu'humain, je suis sûr que si vous étiez à la place de Pape Thiaw aussi, vous allez faire pareil. Vous pouvez le faire après et bien sûr le regretter, mais vous allez vous sentir lésé. C'est normal. C'est carrément normal. Donc, c'est vrai, le comportement n'est pas bien, mais c'est le contexte qui a permis tout ce désordre-là. Et c'est quand même bizarre. Maintenant, en ce qui concerne le côté de l'arbitrage, moi, je le dis, au fond, ce n'est pas les arbitres africains qui ont un problème. C'est les dirigeants de la CAF qui ont ce problème-là. Parce que la CAN en Égypte en 2019, on n'a pas dénoté de ce genre de problème en tant que tel. La CAN en 2021, je pense, au Cameroun, oui, c'était au Cameroun, à part le match de la Tunisie où un arbitre avait un problème, il avait sifflé la fin à la 86e minute. Tunisie-Mali, quelque chose du genre. Je ne pense pas qu'il y ait eu un scandale d'arbitrage. On a senti qu'un pays était favorisé. La CAN en Côte d'Ivoire, tout près ici, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, a été battue par la Guinée équatoriale. 4 buts à 1. 4 buts à 1. Est-ce que vous avez senti que l'arbitre a pris position pour la Côte d'Ivoire pour les aider? Si la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, c'est grâce aux Marocains qui ont gagné leur dernier match. Tout le monde a vu. La Côte d'Ivoire a joué face au Mali. On a vu tout ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a mérité totalement ça, de gagner cette CAN-là sans le soutien de l'arbitre. La Côte d'Ivoire a joué face au Nigeria en finale. Le Nigeria a d'abord mené au score. Aucun arbitre n'a contesté. Mais comment se fait-il que maintenant, face au Maroc, et quand il s'agit du Maroc, on veut tout faire pour arranger? Non, les arbitres africains n'ont pas de problème. Attention, c'est ceux de la CAF qui veulent contraindre nos arbitres à être de mauvaises personnes. C'est ce que je vois. Alors, Modeste, au-delà de cette histoire d'arbitrage, on a également noté, selon les informations qui nous ont parvenues, que des joueurs sénégalais ont été intoxiqués. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de méchanceté dans le comportement des Marocains? Non, je crois qu'il y a ce qu'on appelle les à côté. Eh bien, des grandes compétitions internationales. Vous le savez mieux que moi, quand vous allez jouer au Nigeria, il y a quelques années en arrière, les gens ne vous déroulent pas le tapis rouge. On vous dit tantôt que le match c'est à Sourouléré et après on vous amène à Ibadan pour aller vous mettre un paquet de buts dans les filets. Je crois que quand il s'agit de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAF et le pays organisateur devraient prendre toutes les dispositions pour que toutes les délégations séjournent dans les mêmes conditions. Bon, ce qui a été fait aux Sénégalais, c'est de bonne guerre. Il fallait les démoraliser pour les gagner sur le grand rectangle. Mais puisque eux-mêmes, ils savaient que ça allait se passer de cette façon-là, ils ont pris leurs dispositions.
Donc à ce niveau, je ne suis pas d'accord avec les organisateurs de la compétition. Ce n'est pas parce que votre équipe s'est qualifiée pour la finale qu'il faut rendre la vie difficile à l'équipe que vous devez rencontrer en finale de la compétition. Entre les Marocains et les Sénégalais, qui a raison de qui aujourd'hui? Ce n'est pas les Sénégalais qui ont raison, bien qu'ils ont été plongés dans des conditions extrêmement difficiles et ils ont été obligés de quitter l'hôtel qu'on leur a donné pour eux-mêmes se prendre en compte. Donc moi je crois que les Marocains, ils auraient dû laisser tout ça de côté et compter sur la production du football et peut-être qu'ils auraient remporté cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football au lieu de miser sur l'arbitrage et au lieu de miser sur les intoxications dont certains joueurs sénégalais ont été l'objet. Voilà, c'est Gino. Maintenant, la prochaine CAN, c'est dans 3 pays, la Tanzanie, l'Ouganda et bien le Kenya, bien sûr. Si éventuellement ce projet de ramener la Coupe d'Afrique à chaque 4 ans ne prospère pas. Alors, dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la CAF également doit maintenant essayer de revoir ses copies pour ne pas être toujours la risée, n'est-ce pas, de tout le monde entier? Bon, je pense que ce problème de ramener la CAN tous les 4 ans, quand, comment il s'appelle, le gars sud-africain qui est à la tête, Motsepe, quand il va quitter, je pense que quand il va quitter, cette histoire-là va disparaître. Parce que d'abord, je ne pense pas que ça va prospérer. Nous ne sommes pas l'UEFA, nous ne sommes pas les gens de la Conmebol là-bas. Oui, ben, les Africains, ils veulent le faire et ramener la Ligue des Nations comme en Europe. Cette Ligue des Nations qu'il veut ramener, vous avez entendu le format qu'ils veulent prendre, c'est-à-dire que on va regrouper les nations dans chaque coin, c'est-à-dire quand vous prenez le Bénin, nous on va jouer dans notre zone UFOA-B ici, face au Nigeria, face à la Côte d'Ivoire, face au Ghana, face à qui encore? Le Niger. Voilà, laissez même le Niger. Quand je dis déjà la Côte d'Ivoire, le Ghana, vous voyez déjà tout le Sénégal, tous ces grands pays là. Ça vous oblige à travailler aussi. Ça, ce n'est pas obligé à travailler. On veut. Ça ne sera pas une compétition qui va plaire aux gens. Soyons sérieux. Maintenant, vous prenez les gars du Nord là-bas, Algérie, Tunisie, et c'est les meilleurs qui vont venir faire quoi? Et un championnat. C'est honnêtement ça. On attend de voir. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je ne pense pas que ça puisse prospérer en tant que tel. En ce qui concerne la CAF, elle doit véritablement revoir sa copie. Le problème n'est pas de copier forcément ce qui se fait ailleurs, mais de prendre ce qui se fait de bien et de l'adapter à nos conditions ici. Les Africains sont fiers de leur CAN qui se passe tous les 2 ans. Qui s'est plaint? Personne ne s'est plaint. Si c'est seulement les clubs au niveau de l'Europe qui n'arrivent pas à libérer les joueurs à temps, et cela aussi c'est en fonction du calendrier, c'est-à-dire du mois pendant laquelle se joue la compétition. Et si la FIFA demande au club de libérer les joueurs, ils vont aussi libérer les joueurs. Je crois que tout ça, c'est une combine. Et quand Motsepe va partir, on va revenir à notre format. Modeste, pour terminer rapidement, qu'est-ce que vous pensez de ce format, n'est-ce pas, proposé par Motsepe et ses acolytes? Non, je crois que ceux-là sont venus détruire le football africain. Motsepe qui se comporte comme un disciple de Infantino, il est venu avec tous ceux qui sont au niveau du comité exécutif de la Confédération africaine de football détruire la grande compétition africaine qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette formule-là qu'on propose. Je ne suis pas d'accord. Je rejette complètement et totalement cette formule. Et s'il faut que je lutte pour que cette formule-là ne prospère pas, je rentrerai en rébellion pour lutter pour que cette formule-là ne prospère pas et que les gens mettent tout en eux pour chasser Motsepe de la tête de la Confédération africaine de football afin que le football africain puisse véritablement vivre et vivre selon ses lettres de noblesse. Oui, mais Modeste, on veut quand même essayer de copier les Européens avec la Ligue des Nations. Non, il faut laisser tomber tout ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux même pas opiner sur cette histoire de la Ligue des Nations, Marcel Chouette. Si nous sommes là pour manger cru tout ce que les autres font chez eux, c'est tant pis pour nous. Nous n'avons aucune identité et il va falloir qu'on se prenne très rapidement au sérieux. D'accord. Merci à vous, Modeste Adinoano, d'avoir été disponible malgré votre état de santé un peu dégradant. Merci quand même d'être toujours disponible pour nous. Merci aussi. Merci. À très bientôt. Oui.
Serge Nokounou, merci également à vous d'avoir été des nôtres. Merci pour votre participation à cette émission. Nous remercions également tous ceux qui nous ont aidés quand même pour la mise en ligne. Jacob Godonou, Kazmi Ok et Samuel Hundjo qui ont également participé à l'élaboration, à la conception et puis à la mise en ligne de cette émission. Une émission dont la coordination éditoriale est assurée par Virgile Avancet. On se retrouve encore dans une semaine pour un nouveau numéro de Cristal Sport. Au revoir. De Cristal Sport, 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 au revoir. De Cristal Sport.